Bonjour et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. Les TMS ou troubles musculo-squelettiques regroupent un ensemble de pathologies des muscles, des nerfs et des ligaments touchant essentiellement les membres et les différentes articulations. Ils sont provoqués ou aggravés par l'activité professionnelle, une pathologie fréquente, responsable de douleurs, d'absentéisme. C'est la première cause d'arrêt maladie et d'incapacité au travail. 1, 2, 3 Santé vous éclaire et on commence avec notre question du jour. Comment éviter les douleurs liées au travail ? Et pour aborder cette question, toujours à mes côtés, le docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Tout va bien, vous êtes bien installé ? Pas de mal au dos, ça va très bien. Pas de risque de traumatisme ? Non, ça va. Alors ça va. À nos côtés également, Madame Sophie Sagne, vous êtes ergonome. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et à vos côtés, le docteur Gallet, médecin du travail au CIST 971. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue. Alors la première question, on va essayer de définir ce que sont ces troubles musculo-squelettiques. Pour ça, on a un joli petit dessin avec des points rouges un petit peu partout. Ça fait un petit peu peur. On voit, qu'est-ce qu'on voit sur ça et comment on les définit ? Oui. Alors, les troubles musculo-squelettiques, ce sont des lésions périarticulaires, c'est-à-dire des lésions qui vont se former autour des articulations. Au niveau des zones les plus touchées par les TMS, il y a le cou, les épaules, le bas du dos, mais également les genoux. D'accord. Alors, elles vont se manifester comment, ces troubles musculo-squelettiques ? Alors, je voudrais dire une petite chose aussi, c'est pas seulement les troubles périarticulaires, c'est aussi les troubles articulaires, puisque dans certaines maladies professionnelles, nous avons des arthroses de genoux, des atteintes méniscales, nous avons des arthroses de coudes, des atteintes des poignets aussi, donc c'est aussi, ça en fait partie. Hein. Elles sont diverses donc, mais comment elles vont se manifester ? La douleur d'abord ? D'abord, ça va être les premières choses, ça va être les douleurs au cours du travail. Après, ça peut être des douleurs qui s'arrêtent à la fin de la période de travail, puis ça peut recommencer et ça peut être avant le travail. Donc là, ça commence à devenir un petit peu plus grave. C'est pour ça que les gens vont commencer à se plaindre et à vouloir aller voir le médecin pour ça. Les gens décrivent bien leurs mots avec leurs gestes, les gestes qui déclenchent les douleurs. On a souvent ça. On soulève quelque chose, ils reprennent la symptomatologie. Tout à fait. Alors, comment vont se créer ces lésions ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont les créer ? La répétition, par exemple ? La répétition des gestes, l'amplitude extrême des articulations mises en charge, le non-changement de poste, parce qu'ils font toujours les mêmes gestes sur les mêmes postes. Et donc, effectivement, vous voyez, un petit guide pour la première prévention, c'est changer de poste. Quand il y a plusieurs postes dans une même entreprise, soit un supermarché ou ce soit une usine, on arrive à avoir une polyvalence des gestes, qu'on s'appelle des professions, des postes. Ça leur permet de ne pas avoir les mêmes gestes tout le temps à faire. Alors, ce qui peut aussi causer, j'imagine, ces maux, ça peut être la mauvaise configuration de son poste de travail ? Oui, effectivement, l'aménagement, la conception du poste de travail vont entrer en jeu dans la survenue des TMS. Pour prévenir les TMS, il existe des outils, des équipements de travail qui vont permettre de prévenir l'apparition des TMS et d'avoir des conditions de travail les plus optimales possibles. Alors, je vous propose justement qu'on regarde un reportage à ce sujet. On fait le point juste après. Depuis plus de 20 ans, les TMS sont la première cause de maladie professionnelle en France. Les TMS, nous sommes tous concernés. Le BTP, l'agriculture, l'agroalimentaire, la métallurgie concentrent effectivement la majorité des cas de TMS. Mais le risque est également présent dans les activités ayant recours à la bureautique en lien avec le travail sur écran ou même encore dans les services liés à la personne. Pour prévenir le risque de TMS en lien avec le travail sur écran au bureau, des équipements adaptés sont aujourd'hui disponibles. Comme pour le poste de conduite de son véhicule, il convient de bien s'installer à son poste de travail et pour cela de procéder à différents réglages. La hauteur du siège, en respectant l'angle de 90 degrés entre le bras et l'avant-bras, est une chose. La profondeur du siège, mais qui varie en fonction de la morphologie de chacun,
Il faut s'asseoir bien au fond du siège et le dos appuyé sur le dossier, ajuster éventuellement la hauteur de l'inclinaison du dossier pour l'appui lombaire. Vous pouvez aussi mettre un coussin additionnel sur l'assise pour limiter la compression veineuse et poser bien à plat les pieds ou utiliser un repose-pied. Quant à l'écran, il doit être à la bonne distance. Et le repère, c'est d'allonger les bras. Le haut de l'écran doit être situé au niveau de la ligne du regard. Le clavier, lui, il doit être environ à 15 cm du bord du plan de travail. Et plusieurs configurations avec nos équipements de travail actuels peuvent être proposées. L'ordinateur portable, assez répandu, peut être utilisé comme une unité centrale, où on peut travailler avec un double écran. Et dans ce cas-là, on posera l'ordinateur portable sur un rehausseur. Alors, on le voit, cette adaptation du poste de travail dans le reportage est bien spécifique à un poste en particulier. Mais alors, la question pour éclairer nos téléspectateurs, est-ce que tous les employeurs et tous les employés peuvent faire la demande de cette étude du poste de travail? Les employeurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont chez eux, ils peuvent demander une étude de poste, etc., comme ils veulent, à qui ils veulent. Après, c'est de l'argent. Donc, à la limite, avec la médecine du travail, ils sont inscrits pour nous. On est une association loi 1901. Ils viennent chez nous et nous recevons le salarié. On regarde avec lui la problématique. Et à partir de là, je peux demander tout à fait une étude de poste faite par une IPRP, un intervenant technicien ergonome qui vient voir le poste. Ça peut être moi aussi qui vient sur place voir le poste. Alors, est-ce qu'il faut laisser la problématique justement s'installer ou bien on peut le faire dès la prise de son poste? Prévention. Les postes ont des normes, des normes. Quand on prend un poste de bureau, on sait très bien comment il faut mettre il y a des normes NRS, il y a des normes à tous les niveaux. On sait qu'on doit mettre l'écran en face de la personne, on ne doit pas être comme ça, on doit être au carré comme ça. Ça doit tourner autour des bras. Il y a des choses, il faut une chaise pas trop haute, il faut un bureau pas trop bas, parce que sinon les genoux cognent, etc. Il y a toute une série de choses qui sont normées. Et après, il faut mettre tout ça en place parce que la réalité n'est pas toujours celle qu'on retrouve. Alors, toutes ces recommandations que vous donnez là, est-ce que c'est opposable à l'employeur en particulier? Bien sûr, c'est opposable. Vous savez, les salariés, quand ils viennent nous voir, nous, on prend en compte ce qu'ils disent et l'employeur est tenu de prendre en compte ce que nous allons lui dire en conclusion dans nos visites d'aptitude quand on voit les salariés. Et par exemple, si je demande de faire une étude de poste, il ne peut pas nous empêcher de la faire. Sinon, s'il nous empêche de faire, c'est-à-dire qu'il nous empêche de rentrer dans son entreprise, là, on peut demander tout à fait l'intervention du médecin inspecteur. Je ne veux pas aller jusqu'à là, mais il connaît les lois, il sait qu'il ne peut pas nous empêcher de faire notre travail là-dessus, puisque le salarié a le droit à la santé, et la santé au travail à fortiori. Dans le reportage de tout à l'heure, et dans tous nos propos, on a parlé surtout du secteur tertiaire. Est-ce que c'est valable aussi pour toutes les autres professions, les agriculteurs, les mécaniciens, etc.? Alors oui, les TMS peuvent survenir dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas de secteur propre, bien qu'il y ait des secteurs qui peuvent solliciter davantage les travailleurs, dans le sens où ils vont exercer, par exemple, ils ont davantage de contraintes physiques. On a parlé tout à l'heure des contraintes biomécaniques, notamment les gestes, les efforts répétés, le fait d'avoir à maintenir une position de manière statique, d'avoir à exercer aussi une force ou à lever, par exemple, des charges lourdes. Donc, effectivement, il y a des secteurs d'activité qui vont être plus touchés par les TMS que d'autres, mais ils existent dans tous les secteurs. On pense parfois qu'on est davantage préservé à un poste de travail de bureautique, mais il y a aussi des TMS en bureautique. Des professions, en fait, mais de façon un peu particulière pour chaque profession. Alors, comment fait-on le diagnostic de TMS?
Sur la plainte des salariés, quand ils viennent vous disent qu'ils ont mal à l'épaule, c'est pour moi déjà un début de TMS. Hein. Après, je vais faire son examen, je vais regarder à quel niveau ça se trouve, et éventuellement, je demanderai un complémentaire en examen complémentaire, radio-écho. Généralement, je demanderai au médecin de ville de s'en occuper pour qu'il puisse soigner la personne, parce que moi, je n'ai pas le droit de soins, j'ai le droit que de trouver la faille pour demander je suis le starter un petit peu de la chaîne diagnostique qui va se faire et la chaîne thérapeutique, hein, des fois. Hein. Et puis la relation avec le travail. Et la relation, bien entendu, avec le travail, donc c'est la prévention primaire, secondaire, tertiaire, qui va nous faire effectivement changer les donnes pour que la personne puisse travailler. Je vous dis, mais la réalité, c'est pas évident. Hein. Alors, le soin, c'est pas votre domaine. C'est pas mon mais domaine. Souvent, vous êtes amené à envisager un reclassement professionnel, par contre. Oh, oui. Bon, le reclassement professionnel, c'est-à-dire, c'est étudier tous les autres métiers qu'il y a dans l'entreprise pour que la personne puisse, s'il est vraiment impossible qu'elle puisse exercer son poste, même avec aménagement, restriction de poste, puisse ne plus le faire. Alors il faut trouver d'autres ouvertures pour qu'il puisse travailler. Quelqu'un qui porte des charges ne peut plus porter des charges et c'était le seul métier qui était dedans, peut passer à l'administratif ou peut passer à, je sais pas moi, à faire un peu de la livraison, voilà. Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup d'aide à la charge, d'aide au port par exemple, des diables à porter, des petites tables pour porter, des transpalettes qui montent et qui descendent, etc. etc. Donc tout ça, c'est du matériel qu'on peut aussi demander à l'employeur de nous mettre en place. Alors c'est un coût pour cet employeur, mais c'est aussi un coût social qui est assez élevé quand on va commencer à constater des TMS sur les employés. Alors comment on peut chiffrer ces coûts-là et qu'est-ce que ça représente vraiment? Ça coûte très cher. Une maladie professionnelle coûte très cher. Vous pouvez y aller, c'est facilement 3 000 ou 4 000 balles, 4 000 euros par mois pour la personne. Après, on peut mettre la balance. Moi, je vais dire à l'employeur, vous savez, ça va vous coûter cher. Si on ne met pas ça en place, ça va vous coûter encore plus cher. Si vous achetez une transpalette, ça va vous coûter peut-être de 1 500 euros. Mais si la personne est déclarée en maladie professionnelle avec une hernie discale, donc opérable, 6 mois d'arrêt, etc., forcément, ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher parce que la sécurité sociale, la personne est absente, bon, c'est la Sécu qui le prend en charge, mais la Sécu va donner un malus à l'entreprise qui ne fait pas ce qu'il faut faire. Et les maladies professionnelles, par définition, sont des malus. Votre voiture, elle prend un malus d'emblée sur les entreprises. Et ça coûte une fortune pour les employeurs aussi. Hein. Mieux vaut prévenir quand même. Mieux prévenir. C'est vrai que TMS, c'est la première cause d'incapacité au travail. Tout à fait. Après, maintenant, on commence à avoir du RPS, risques psychosociaux, qui rentrent dedans de façon très importante. Alors, des fois, c'est un petit peu lié tout ça. On va peut-être en parler tout à l'heure. Alors, vous disiez? Oui, c'est vrai que les TMS ont un coût social très important, à la fois économique et social. Déjà pour le salarié qui est malade finalement, qui ressent des douleurs, qui va s'absenter, qui peut avoir des restrictions d'aptitude, mais également pour l'entreprise, on en parlait, les cotisations versées à l'assurance maladie vont augmenter, elle va devoir faire face à l'absentéisme, elle va devoir remplacer le salarié absent. Et en fait, en 2017, on estime à 2 milliards d'euros le coût des TMS pour l'entreprise. Donc un coût pour les salariés, un coût pour l'entreprise, mais également un coût pour l'assurance maladie qui indemnise les salariés absents et qui prend en charge les frais liés aux traitements médicaux. Heureusement que vous êtes là. Alors, on va essayer de sensibiliser justement aujourd'hui pour que les choses soient faites pour éviter d'en arriver là. On a vu récemment avec la crise sanitaire une adaptation du travail à domicile. Les gens n'ont pas forcément ce qu'il faut pour travailler chez eux, être bien installés. On fait un petit peu comme on peut sur le canapé, etc. Est-ce que vous avez constaté dans votre profession une recrudescence des demandes par rapport à cela? Alors oui, il y a eu en effet avec la crise sanitaire beaucoup de demandes d'entreprises pour qu'on puisse intervenir en prévention des risques liés au télétravail. Alors il faut savoir que c'est un contexte assez particulier, c'est-à-dire que le télétravail s'est mis en place de manière très soudaine. C'était le confinement national. Finalement, les salariés ont dû très rapidement prendre ce qu'ils pouvaient sous le coude et aller travailler à leur domicile.
très rapidement. Certains se sont plaints de douleurs, notamment de troubles musculo-squelettiques, en lien avec une mauvaise adaptation de leur poste de travail à domicile. Ce qu'il faut retenir pour les entreprises qui souhaitent pérenniser ce mode de travail, c'est qu'il faut le concevoir de manière adaptée. Ça demande donc de négocier avec les partenaires sociaux par le biais d'un accord ou d'une charte sur le télétravail pour définir quelles sont les conditions de télétravail pour les salariés de l'entreprise. Je vous propose justement qu'on regarde une adaptation à domicile. Les TMS sont aussi présents dans les situations de télétravail et notamment à la maison. Mars 2020, avec la Covid-19, on se retrouve tous confinés et beaucoup d'entre nous vont découvrir le télétravail à la maison. On n'est pas forcément équipé, on essaye, on improvise un aménagement et on va voir qu'effectivement, on peut adopter des postures inadaptées quand on s'installe à la maison. Peu d'entre nous disposent d'un espace dédié et vont chercher à s'installer dans les pièces à vivre, le salon, la cuisine, la salle à manger. Et on va voir, par exemple, au salon, on s'installe avec le canapé, on met devant soi une petite table pour poser l'ordinateur portable. Et là, on adopte une posture contraignante puisque on courbe la tête donc au niveau du cou, des sollicitations. On se penche un peu plus en avant ou certaines fois on pense qu'on est mieux installé en étant avachi dans son canapé sur une méridienne par exemple. Et là aussi, ce ne sont pas toujours des aménagements adéquats. Alors, installé dans son canapé, on peut aussi adopter une posture correcte en ayant recours à une table à repasser. Le bénéfice de la table à repasser, c'est qu'elle permet justement de bénéficier d'un plan à hauteur variable et chacun d'entre nous peut donc définir la hauteur qui lui convient pour travailler de manière correcte. Ne pas oublier l'angle droit qu'on doit avoir avec le coude et le plan de travail. Nous sommes nombreux aussi à disposer d'un ordinateur portable comme poste informatique pour réaliser nos activités. À la maison, nous pouvons aussi faire le choix de s'installer dans une pièce à vivre comme la cuisine ou la salle à manger. Et là, on va se retrouver sur un plan de travail qui pourrait être assimilé à celui du bureau. Alors, ce qui est important, c'est justement dans cette pièce qui n'est pas destinée à cet usage initialement, de retrouver un aménagement qui soit proche du bureau. Donc, si c'est possible, par rapport à cet ordinateur portable, avoir un support qui permet justement d'adapter la hauteur de l'écran, retrouver aussi et repositionner la souris, le téléphone, comme au bureau, pour justement limiter ces postures inadaptées que nous aurions tendance à adopter en étant à la maison. Le télétravail ne présente pas que des difficultés en matière d'aménagement du poste de travail. Il y a aussi des ressources à ce type de forme d'activité. Les pauses, on peut sortir téléphoner, marcher un peu, chose qui est peut-être moins évidente au bureau ou qui est remplacée par la pause café avec les collègues. On peut aussi changer de posture en fonction de l'aménagement de son domicile. Certains d'entre nous disposent de plans bars sur les terrasses, dans les cuisines et qui nous permettront, avec ce type de plan de travail, de changer de posture, de passer de la posture assise à la posture debout. Donc la maison est aussi pleine de ressources pour nous permettre d'adopter des postures adaptées liées au travail sur écran. Au bureau, les réunions se font plutôt en présentiel, en salle de réunion ou dans un bureau individuel avec un ou deux collègues. Le télétravail, lui, a amené le développement des audioconférences et des visioconférences. Et là, malheureusement, on voit le temps de travail sur écran augmenter avec ces visios qui se multiplient en lieu et place des réunions en présentiel. Donc attention, toujours les mêmes recommandations vis-à-vis des postures à adopter pour réaliser ces visios et l'intérêt aussi de pouvoir faire des pauses pour justement limiter toutes ces sollicitations, pas seulement par rapport à la posture, mais aussi visuelle et auditive.
Donc vis-à-vis des TMS, il est aussi important de partager qu'en plus des facteurs biomécaniques, il convient aussi de prendre en compte les facteurs organisationnels. Et dans les situations de télétravail, être vigilant sur justement la charge de travail, l'hyperconnexion, être vigilant aussi sur les situations d'isolement, vis-à-vis du travail collectif qui s'instaure avec plus de facilité quand on est au bureau. Le management à distance aussi, l'encadrement à distance est aussi un autre point de vigilance. Et ceci nous amène à faire le lien naturellement entre les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux. Dans la situation de télétravail, effectivement, en matière de risques psychosociaux, on peut observer une augmentation du stress lié au travail par rapport à ces facteurs organisationnels. Alors quand on voit une belle adaptation comme ceci, comme dans le reportage, on a envie de rester finalement travailler à la maison. Alors on le disait tout à l'heure, effectivement ça a un coût important, mais c'est également une source de litige, j'imagine, entre les salariés et les employeurs. Ah oui, bien sûr. Un salarié qui est là, qui fait son travail depuis 10 ans, 15 ans, l'employeur se dit mais comment ça se fait du jour au lendemain, il ne peut plus le faire. Vous savez, c'est l'histoire de l'âne à qui on ne donne plus à manger, et puis au bout de 3 jours, il tombe par terre et dit pourtant il avait l'habitude de plus manger. Enfin, voilà. Donc ce problème-là est très, très, très important. Alors les lois quand même protègent le salarié, et si on peut y arriver. Nous, quand nous voyons un salarié, nous demandons une adaptation du poste, soit un aménagement du poste, une restriction du poste. L'employeur est tenu de prendre en compte ce qu'on écrit. C'est dans la loi, c'est écrit comme ça. Il doit prendre en compte la santé du salarié et il doit me répondre pour me dire si oui ou sinon il va faire son aménagement ou qu'est-ce qu'il va faire. S'il ne répond pas, théoriquement, il le fait. Mais s'il répond, nous verrons. Mais la plupart du temps, ils ne répondent pas, ils ne font pas forcément. Donc, le problème se retrouve. La personne se retrouve en arrêt de travail, etc. On cherche autour de tout ça. Et là, dans ces cas-là, quand c'est les grandes entreprises, il y a tous les délégués du personnel, il y a toute une série de sociales qui se met en route pour protéger la personne. Mais quand c'est des petites entreprises, ce n'est pas toujours évident. Et l'employeur se retrouve aussi dans des difficultés. Nous voyons avec le suite au Covid, ces gros problèmes qui se sont passés. Ils sortent, ils sont à peine sortis de la tête de l'eau que finalement ils se retrouvent avec quelqu'un qui a un problème. Voilà, donc on en est là. Vous êtes quand même un peu conciliant avec ces employeurs justement par rapport à ce télétravail où c'est un petit peu encore ambigu, c'est pas vraiment installé. Donc est-ce que les employeurs ont déjà le droit de revendiquer On a qu'on s'appelle un ton conciliant obligatoirement. On est des interfaces entre l'employeur, le salarié. Le médecin est bien sûr au niveau. Nous ne sommes pas des juges de Salomon non plus, mais nous sommes là pour défendre la santé des travailleurs. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le serment d'Hippocrate nous l'a dit. Il a dit c'est comme ça. Et moi, j'ai une profonde mission par rapport à ça. Ça, c'est clair. Vous avez dit le coût social, le risque de litige. La prévention devrait primer. Tout à fait. La prévention est un... Oui, on commence par vous, l'ergonome. Vous mettez en place... La prévention. Alors, il y a différents niveaux de prévention d'abord. Il y a la prévention primaire, c'est celle qu'il faut privilégier. C'est-à-dire qu'on va concevoir le poste de travail de manière à ce qu'il soit adapté à l'activité qui va s'y dérouler. On va le concevoir, on va l'aménager pour éviter qu'il soit source finalement de TMS ou d'autres maladies professionnelles. Ensuite vient la prévention secondaire. Dans le cadre des TMS, il y a notamment des formations de type PrAP, prévention des risques liés à l'activité physique, qui vont permettre, dans tous les secteurs d'activité, d'identifier les variétés de gestes possibles. On parlait tout à l'heure du bon geste, mais il n'y a pas vraiment de bon geste. Le fait d'avoir plusieurs possibilités pour effectuer un même geste, c'est ce qui va protéger et ce qui va être efficace pour le salarié. Et c'est ce qui va lui permettre aussi de faire face à tous les imprévus des situations. C'est-à-dire que le travail réel n'est souvent pas le travail prescrit. Donc le fait d'avoir une variabilité de gestes en tête, ça permet de faire face aux imprévus. Alors vous avez dit utiliser les bons gestes, mais ça nécessite une certaine formation. Oui, justement, les formations de type PrAP, mais également aussi l'expérience peut beaucoup aider.
Et la transmission des savoirs par les salariés les plus anciens peut aussi être utile pour préserver les salariés des troubles musculo-squelettiques. Alors, je vais poser une question aussi. J'imagine que les téléspectateurs se posent la même, les robots dans tout ça. Parce qu'on en voit alors des robots, pas comme on l'imagine, vraiment presque humanisés. Mais en tout cas, on voit déjà des caisses automatiques, on voit des choses qui changent. Oui, alors les robots, effectivement, se développent de plus en plus. Alors, il y a des robots qui vont remplacer le salarié pour les tâches les plus pénibles. C'est-à-dire qu'on va limiter le risque biomécanique et faire appel à un robot pour remplacer le salarié. Et il y a aussi des robots qui viennent soulager le salarié pour l'exécution de certaines tâches. C'est le cas notamment des exosquelettes qu'on voit de plus en plus. Alors, ce sont des équipements qui vont permettre de limiter, de réduire l'effort, notamment pour le port de charge. Alors, lorsqu'on implante cependant ce type d'équipement, il faut être très prudent et faire au préalable des études pour ne pas que cet équipement induise finalement de nouveaux risques professionnels, dont de nouveaux troubles musculo-squelettiques. Donc la chose à retenir, c'est vraiment la prévention, plus pour les employeurs, pour éviter justement d'en arriver là. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet important aujourd'hui. Merci, docteur. Merci, Jennifer. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve rapidement pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez soin de vous et on se quitte avec notre synthèse en créole. Bien bonjour. Les troubles musculo-squelettiques, c'est en ensemble des maladies qui touchent les muscles, les nerfs et les ligaments à dans articulation. Les on raidissement ou bien on douleur, c'est le premier signe à maladie là. C'est long travail au fait, douleur là peut plus ou moins grave. Et dès parfois, ça peut arriver empêcher ou continuer faire petit job. Docteur Galé, médecin à travail, expliquait que ces douleurs-là, ça attrapé plus sur les épaules, poignettes, douettes, cou ou encore en dos. Il dit aussi que toute qualité métier peut attraper maladie là, ça. Coiffeur, mécanicien, agriculteur, qu'est-ce que tout. Ça qui est responsable à blesse là, ça, c'est mouvement répétitif. Travail avec charge qui loue. Ou, les en mauvaise position à quoi. Nous tenons aussi m'enseigne, un ergothérapeute. Travail à lui, c'est d'expliquer qui position pour Kembe, et qu'à vin aussi occupé à là où travail pour yoba ça qu'il faut pour pas attraper mal. Il donne nous des 3 conseils pour prévenir ces troubles-là. Nous parlons aussi des prises en charge à traitement là, qui longues. Faut poser cola, faire kinésithérapie et prendre anti-inflammatoire. Tout ça pour dire, pas laisser trop t'amarrer, adapter là au travail et apprendre à faire bon geste pour pas faire quoi on souffre.